Sur cette... Voilà, bonjour Auréa. Merci d'être venu à cette invitation. J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui te passionne beaucoup et avec lequel tu as beaucoup d'expérience. Et donc, je sais que tu es d'origine parisienne et donc tu es parti en Allemagne où tu as fait ces formations en homéopathie, particulièrement où tu es resté quarantaine d'années. Tu avais un cabinet de praticienne donc en homéopathie d'abord, et puis à un certain moment, tu as fait une autre formation qui complète celle de l'homéopathie. C'est tu étais conseillère familiale en systémie, et c'est ça vraiment que tu fais aussi maintenant, je pense. Euh, donc, peut-être dis-nous un petit peu à ta façon comment tu te présentes comme auditeur, auditrice de ce bouquin que tu as publié il y a 2, 3 ans à peu près, qui Ouais, s'appelle en 2014. En 2014. 2014. Donc, il y a quand même longtemps, il y a 10 ans à peu près, Prendre soin de soi et de sa famille, de l'homéopathie aux constellations familiales. J'étais dans une bibliothèque où j'ai trouvé ce bouquin qui m'a attiré parce qu'il y avait Prendre soin de soi et de sa famille. Et quand je l'ai lu, j'ai vu que quelque chose que moi je suis médecin et j'ai vu quelque chose que je connaissais pas et qui fait partie des soins qui est l'homéopathie et ça m'a vraiment plu comment tu l'as rédigé. Et enfin, j'ai pu comprendre un peu l'homéopathie parce que je ne connaissais rien du tout en tant que médecin aussi qui exerce dans un hôpital depuis une quarantaine d'années aussi, en tant que néphrologue. Et j'ai dit, mais tiens, l'homéopathie, ça peut être aussi euh, une façon de traiter le patient. Donc je dirais que l'homéopathie n'est pas une partie, mais elle fait partie complètement de la médecine si on a compris et si on se donne le temps de la comprendre. Alors, je demanderai que tu te présentes un petit peu plus par rapport à ce que je viens de dire, et puis on va rentrer dans le sujet tout de suite après. Oui, mon accès à l'homéopathie a été simplifié par le fait que dans mon enfance, nous étions soignés par un homéopathe à Paris. Donc, c'était quelque chose qui nous était familier, la façon de poser les questions d'un homéopathe, etc. Comment il essaye de non seulement saisir de comprendre les symptômes qui sont manifestés et de poser un diagnostic, mais en plus d'apprendre à connaître un petit peu la personne. Donc, j'ai continué dans cette voie-là en arrivant en Allemagne, en faisant une formation de naturopathe, puisque les naturopathes en Allemagne ont l'accès à l'homéopathie, peuvent être homopathes, très simplement, autant que les médecins. Et mes professeurs étaient aussi des homéopathes, de grands homéopathes. Donc, la voie était toute tracée à l'avance. Et c'est comme cela que j'ai continué en me disant que cette forme, cette façon de soigner était vraiment très englobante, beaucoup plus que si on s'en tenait à une certaine méthode, par exemple manuelle, ou si on n'utilisait que les plantes à un certain niveau. Voilà. J'avais l'impression de saisir le plus possible ce dont il était question quand un patient venait. Et c'est sur cela que je me suis concentrée. D'accord. Et donc, tu as exercé dans un cabinet de praticienne en tant qu'homéopathe, et donc tu as une expérience extraordinaire, si je comprends bien. Quand on a 40 ans dans un métier, c'est beaucoup, et on sait les avantages de ce type de traitement et les limites aussi de ce traitement, hein. Donc, on va un peu discuter de ça tout à l'heure. Et puis, je pense, tu as fait aussi une autre formation qui est importante pour toi, d'après le livre que j'ai lu, c'est les thérapies transgénérationnelles ou les constellations familiales, comme tu les appelles, tu l'appelles dans ton livre. Tu vas aussi peut-être nous toucher un petit mot sur ça un peu plus tard, hein. Donc, voilà. Alors, tout d'abord, pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup ou pas du tout l'homéopathie, sauf avec ton livre et avec quelques discussions avec des amis avec qui j'échange pour les soins, donc je voulais te demander qu'est-ce que c'est l'homéopathie de façon très simple pour quelqu'un qui va nous écouter,
qu'est-ce que tu lui dirais de ce que c'est l'homéopathie par rapport à la médecine classique des hôpitaux et des médecines conventionnelles qu'on étudie dans les grandes universités de l'Occident et ailleurs. Donc, Oui, on peut partir d'une idée principale qui différencie l'homéopathie de l'allopathie, si on prend déjà les deux termes, hein. C'est-à-dire que dans le domaine allopathique, ce qui a sauvé énormément de personnes, hein, au cours des siècles et des millénaires, c'est que on luttait contre la maladie. C'est-à-dire qu'on apportait aux symptômes, on utilisait un médicament ou une méthode de façon à éteindre le feu qui était en train de brûler chez le patient, par exemple, hein. Ou par exemple, quand il y avait une fièvre très forte, on mettait des cataplasmes aux jambes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est clair. On luttait contre la maladie. Et l'homéopathie ne prend pas ce chemin-là. Elle l'accepte, ou disons, elle prend en compte tout ce qui est manifesté sur tous les plans de la vie du patient pour aller dans le sens de la maladie, pour provoquer une réaction sanitaire, une réaction de guérison de tout l'organisme de la personne, sans interrompre les processus de maladie. Bien sûr, s'ils sont très très graves, on est obligé quand même, hein, de prendre un médicament allopathique. Ça, c'est quand tu parles des limites de l'homéopathie, c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais lorsqu'il s'agit lorsqu'on a la possibilité de soigner par l'homéopathie, on va dans le sens de la maladie. On ne lutte pas contre les symptômes, on ne refoule pas les symptômes par des méthodes qui empêchent à l'organisme de manifester la fièvre, les diarrhées, etc. d'accord. C'est intéressant, hein, par rapport à les traditions anciennes, par exemple dans l'aïkido et tout, quand on veut Mhm. confronter avec quelqu'un, on va dans l'énergie C'est ça. euh, du mouvement pour vraiment être dans l'harmonie de ce combat, mais instructif. Oui, donc l'homéopathie va dans le sens plutôt des symptômes du patient. Donc vous allez voir les symptômes du patient en l'interrogeant donc globalement. L'allopathie, comme tu l'appelles, toi, nous, on n'a pas beaucoup ce mot dans notre langage, allopathie. Allopathie, tu veux dire par là, quand on a une fièvre, ben, on donne un antifébricule. Quand on a une hypertension, on donne un antihypertenseur. Quand on a du diabète, on donne un antidiabétique, etc. C'est-à-dire qu'on cache chaque fois le symptôme qui est en train de se manifester devant nous. Bon, il y a d'autres choses encore, hein, dans les urgences. On fait autre chose aussi qui sont très utiles dans l'apport des soins aux patients. Alors, si tu veux, ce concept que tu décris brièvement là, d'où il vient et qui est-ce qui a créé ce concept au départ et comment? Comment il Oui, a... ça c'est une expérience en fait qu'a fait Hahnemann, qui est donc le fondateur, on va dire, de l'homéopathie telle que nous la connaissons, hein, maintenant. C'est une expérience qu'il a faite lors de traductions qu'il faisait, parce qu'il était obligé de faire énormément de traductions pour assurer sa vie matérielle. Et donc, il est tombé sur un texte d'un Anglais, Cullen, qui racontait que la quinquina, c'était une substance qu'on injectait, ou qu'on, non, pardon, pas injectait, qu'on donnait à un patient pour lutter contre des fièvres intermittentes, parce que cette plante avait une, une efficacité astringente. Et là, Hahnemann, en tant que chimiste, et comme il connaissait déjà beaucoup les plantes, s'est dit, non, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Et il a pris cette plante pour voir l'effet de cette plante sur son organisme. Et c'est là qu'il a vécu les fièvres intermittentes dont le patient parlait, qui souffrait justement de cela et auquel on donnait du quinquina. Et c'est là qu'il a compris en fait que c'est le même symptôme dans une personne qui teste que celui qu'a le patient. Et que par contre, en contrepartie, on peut donc administrer le quinquina à la personne qui a la fièvre
quand elle est malade, et on aura une guérison. C'est donc un tout autre principe qu'il a développé de cela, qu'il a, oui, une idée fondamentale qu'il a reconnue par son expérience directe et qu'il a de plantes tout d'abord, hein, qu'il a fait tester qu'il a testé lui-même et qu'il a fait tester par beaucoup de personnes. Il est arrivé aux mêmes conclusions. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, parce qu'il y a une interruption qui s'est passée là quelques secondes, mais je vais juste reformuler ce que tu viens de dire pour essayer de comprendre. Donc, Hahnemann, qui est le fondateur de l'homéopathie dans, tu as dit l'année, je sais pas, Non, j'ai 10, dit, oui, cela, il l'a découvert vers 1790 à peu près. voilà, donc 8e siècle. Et donc, il était traducteur et en lisant ou en traduisant des textes, il a vu qu'avec une substance qui est de l'arbre du quinquina, quand on prenait ça pour la maladie qui était le paludisme, hein, ou malaria plutôt, oui, malaria, Malaria, oui, la malaria. oui, et il voyait que quand il prend cette substance, il va faire les mêmes manifestations que quelqu'un qui va faire le malaria. Et donc, il se demandait, ben, c'est que si je prends une substance qui me crée les mêmes symptômes d'une maladie, cette substance peut aussi guérir la maladie réelle qu'un patient porte. Et puis, tu dis que il a fait plusieurs expériences pour d'autres maladies, pour d'autres symptômes. Il a trouvé que cela se vérifiait à chaque fois. Et donc, Oui, ce concept de traiter par quelque chose qui ressemble aux, aux symptômes de la maladie est aussi efficace pour traiter les maladies, ou je ne sais pas si on traite toutes les maladies comme ça, de cette façon-là, ou bien juste quelques. Et là, peut-être tu nous dis un peu qu'est-ce qu'il a trouvé après, en donnant quelques autres exemples de maladies que le malaria. oui, Euh, il ne s'agit pas forcément de maladie au sens propre du terme, mais de symptômes, hein. Il faut bien faire la différence, parce que ça peut être une grippe, par exemple, hein, mais ça peut être aussi un choc psychique. C'est ça, on ne prend pas de diagnostic pour donner une substance homéopathique, hein. Bien sûr, il a eu quand même la chance de soigner des épidémies, des personnes atteintes de choléra, par exemple. Et là, il a utilisé, par exemple, belladonna, qui est une plante assez toxique quand on la prend dans sa forme naturelle, hein, bien entendu, et qui provoque chez les testeurs justement des fièvres très violentes. Il a utilisé sous forme homopathique, justement, d'après le principe dont on vient de parler, pour soigner les personnes qui étaient atteintes de choléra. Et ça s'est très bien passé. Il a eu beaucoup de succès. C'est comme ça que ça lui a permis à grande échelle, dans ce cas-là, de confirmer son hypothèse. ok, d'accord. Et Donc, d'autres médicaments, bon, il est beaucoup question de l'arsenic pour montrer justement qu'une substance qui est très toxique au départ, si elle est transformée homéopathiquement selon un procédé qu'on peut apprendre à connaître si c'est intéressant, elle perd son côté toxique de base pour trouver cette fonction ou cet effet homéopathique que l'on connaît chez les testeurs qui vont donc avoir des symptômes semblables à ceux des personnes qui ont besoin, par les symptômes, les patients qui ont besoin de cette substance sous la forme homéopathique. d'accord. Donc, si je comprends bien, donc c'est que vous ne traitez pas le diagnostic de la maladie comme nous en médecine classique, mais vous traitez un ensemble de symptômes. Et cet ensemble de symptômes, pour nous, correspond toujours à un diagnostic. Je sais, par exemple, si je comprends ce que tu veux dire avec ce concept, si quelqu'un se présente avec des symptômes de choléra, ben, c'est ce que tu as donné comme exemple. Le choléra se manifeste par de la fièvre, par des diarrhées, etc., etc. Et vous allez prendre cet ensemble de symptômes et vous allez lui chercher une substance qui donne les mêmes symptômes. Et en donnant ça, cette maladie a tendance à partir ou à guérir rapidement. C'est quand même intéressant parce que c'est vrai que la médecine, dans la création des diagnostics, on a toujours lié un ensemble de symptômes physiques
a un diagnostic pour la classification des diagnostics et on donne un anti, un anti-diabétique, un anti-hypertenseur, un anti-fiévreux, etc. C'est quand même intriguant et tu dis l'exemple de l'arsenic qu'on donne aussi parce que l'arsenic peut donner des symptômes très toxiques et tu dis quand on donne l'arsenic en homéopathie, il n'est pas toxique. Pourquoi? Oui, il a Pourquoi? été transformé. Il a été transformé, hein, il a été transformé en médicament homéopathique. Mais peut-être qu'avant de rentrer dans ce genre de détails, tu vois, de comment fabrique-t-on un médicament homéopathique, pour terminer un petit peu ce que nous disions juste avant, c'est que en ce qui concerne par exemple une épidémie de choléra, il est évident que beaucoup de patients ont les mêmes symptômes. Hein, les mêmes symptômes. C'est-à-dire que là, son travail était un peu facilité parce qu'il avait une substance qui correspondait à tous ces symptômes qui étaient les mêmes chez l'un et chez l'autre. Hein. Mais ça n'est pas le cas dans le travail du quotidien. Même s'il s'agit de grippe, même si c'est une épidémie de grippe, par exemple, tu peux très bien avoir des symptômes différents chez les patients selon leur métabolisme, etc., hein, selon leur état de départ. Et là, il te faudra des médicaments différents, des médicaments homéopathiques différents. Voilà. J'ai compris. Donc, c'est vraiment passionnant parce que donc, si c'est une épidémie, tout le monde peut présenter les mêmes symptômes et donc l'urgence, tu donnes toujours une substance qui correspond à ces symptômes qui sont un peu communs à tous les gens qui ont cette maladie dans l'épidémie. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un présente une grippe, il a ses symptômes à lui propres et tu vas lui trouver une substance qui peut être différente de quelqu'un qui ferait aussi la grippe Tout à dans fait. son... Oui. Et donc, Par exemple, je te donne un tout petit exemple, Amit, pour peut-être clarifier ça. Nous avons eu des congrès internationaux d'homéopathie avec de grands homéopathes indiens qui, à grande échelle, vraiment à grande échelle, ont soigné beaucoup de personnes du Covid avec des résultats remarquables. Hein. Et ils ont même pu faire une prophylaxe homéopathique parce que dans ce cas-là, tout le monde était dans le même champ de l'épidémie. Tu vois, tout le monde était touché, donc ils pouvaient très bien voir dans quelle mesure administrer à l'avance des médicaments homéopathiques qui correspondaient aux symptômes manifestés par ceux qui étaient déjà malades. Et ça a très, très bien marché parce qu'ils avaient, dans certaines parties de l'Inde, le soutien des gouvernements. Voilà. d'accord, Mhm. ok. Mais c'est vrai que bon, maintenant, on n'a pas le temps de faire tout ça en détail, mais c'est vraiment intéressant de cibler un jour vraiment un sujet dans ce côté, ce qu'on vient de dire là. Je continue dans cette démarche-là. Oui. Alors, ce qui me vient dans la tête, donc, si vous donnez une substance qui va créer les mêmes symptômes que la maladie crée chez le patient, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as une idée rapide à nous dire? À quoi correspond? Moi, ce que je pourrais dire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est comme si, moi, je fais la méditation de pleine conscience. Et dans la méditation de pleine conscience, il y a une notion pour surmonter le stress, par exemple, pour surmonter le stress, il faut d'abord accepter son stress. Et donc, en acceptant le stress, déjà, on prend de la distance par rapport à ce qui nous arrive dans cet état de stress. Et l'acceptation fait déjà partie du traitement du stress, parce que le fait de se rendre compte du stress et de ses symptômes, il y a comme un soulagement, il y a comme... euh, donc ici, si je fais l'analogie avec le traitement homéopathique, c'est comme je dois accepter mes symptômes. Et en donnant un produit qui crée les mêmes symptômes, c'est comme si je me rends compte de ces symptômes et je prends de la distance et je laisse mon corps guérir. Oui, non, Euh, oui, c'est une analogie très intéressante. Je pense que ce sont des processus quand même différents. Parce que le patient qui vient et qui, par exemple, a une très violente migraine, ou l'enfant qui a une otite purulente, etc., je ne pense pas que ces personnes-là soient en mesure de le faire. Et je ne vais pas créer, avec la substance que je vais donner, des symptômes. Je sais que
substance, elle crée ces symptômes chez un testeur, mais elle ne va pas les recréer chez la personne qui est atteinte d'une violente migraine. Elle va justement aider à se libérer de la migraine ou de l'otite purulente. Donc, c'est un autre processus, hein. Même si sur le plan de l'être profond qui est en face de toi, c'est peut-être la même chose qui se passe. Mais en tout cas, ça n'est pas, la personne n'en est pas consciente. Elle en D'accord. est peut-être consciente après coup, voilà. Si elle reste, par exemple, si elle te reste fidèle en tant qu'homéopathe et qu'elle revienne un jour pour autre chose, mais pas sur le moment où il s'agit de symptômes très aigus qu'il faut vraiment dégager. Mm. D'accord. Donc, quand tu dis que la substance homéopathique crée les mêmes symptômes, ça, c'est plutôt chez les testeurs. Oui, c'est ça. Chez le malade qui présente ces symptômes, elle ne les crée pas, mais elle les guérit. Oui. C'est quand même, il y a quelque chose qui doit être approfondi là, mais je sais que bon, on n'a pas le temps, c'est pas le moment d'approfondir ce sujet, mais l'essentiel, c'est que c'est de cette façon-là qu'on peut aider la personne à s'en sortir de sa maladie physique et tu dis aussi psychique, puisque il y a un lien entre le corps et l'esprit et que les deux fonctionnent en même temps. Donc, c'est pas un et l'autre séparément. Qui me vient encore dans ce qu'on vient de dire? Alors, comment, en quelques mots, hein, c'est juste pour donner de la matière dans ces explications, comment une substance qui crée des symptômes que la maladie crée, comment tu pourrais expliquer ça? Par exemple, tu as donné l'exemple de belladonna. Belladonna crée la fièvre, crée enfin, je ne sais pas enfin, si s'il s'agit d'une grippe, des céphalées, des symptômes de rhume, etc. Comment, comment on pourrait, je ne sais pas comment dire ça. Euh, Parce que j'ai lu dans ton texte que il y a, ouais, voilà, le terme que tu as utilisé dans ton livre, c'est on guérit par le semblable, le similinum, quelque chose comme ça, un terme comme ça. Ça veut dire que ce que la substance crée et qu'on le manifeste dans la maladie, que cette substance pourrait être fait partie de nous. Elle, j'ai lu que tu l'exprimais d'une certaine manière, mais par exemple, le semblable, euh, comment il s'appelle? Il y a un Indien qui a utilisé le terme le, la sensation. Voilà. C'est comme si notre corps contient toutes les substances qu'on utilise dans l'homéopathie. Oui, tu vois, Hamid, là, on rentre dans un sujet ou un aspect de la chose qui est extrêmement complexe. Et je ne Ouais, sais pas si c'est vraiment le propos de ce genre d'interview, parce que ça va d'accord. beaucoup trop loin. Moi, Ok. si tu veux, quand il dit similé ou similimum, Hahnemann, il essaie d'expliquer, parce que les explications qu'il a fournies après coup, ça lui est venu après 30 ans d'expérience. Mais tu vois, au départ, c'était vraiment de l'expérimentation. Et quand il dit cela, c'est qu'il faut vraiment chercher la substance qui, chez le testeur, est la plus proche dans la production des symptômes, des symptômes qui sont produits par le patient. Et ça, c'est l'idée de base. Après, qu'on utilise des symboles, des explications, tu vois, l'idée de sensation de Shankaran, c'est venu des décennies après, hein, pas D'accord. oublier. Donc, Ok. vaut mieux éviter de rentrer là-dedans parce qu'on entre dans des hauteurs philosophiques et métaphysiques qui sont vraiment très difficiles à suivre. Mais donc, c'est vrai que c'est un sujet qui pourrait être intéressant pour les gens qui veulent aller plus loin comme moi. OK, on va laisser ça de côté. En tout cas, l'homéopathie, elle traite de cette façon par le semblable. Et dans ton expérience de 40 ans, tu as vu l'effet positif quand même. Tu as assez d'expérience, tu as assez de cas que tu as vus, et tu as vu que ce principe ou ce concept, il marche. Ah Et oui, tu l'as vérifié dans ta pratique. Hein, c'est ça, on le tu as vérifie comme ça. des études qui prouvent tout ça, mais je crois que c'est en homéopathie, c'est pour ça que l'homéopathie est laissée par
par le système scientifique qui domine, il n'y a pas de démonstration, il n'y a que des preuves, on montre que ça marche, mais on ne peut pas le démontrer comment ça On marche. peut le démontrer, hein. Si on veut regarder, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qui montrent l'influence sur le métabolisme, sur la constitution enfin, quand on fait un bilan sanguin, on voit les différences, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut démontrer et qu'on peut aussi, au niveau des expériences, on peut le faire, le prouver. Mais est-ce que c'est reconnu? C'est toujours la même Voilà. chose. Les gens, à ce moment-là, certains disent, bon, bah, les études, elles peuvent être falsifiées, elles peuvent être ceci, cela. C'est toujours pareil, hein. Ça dépend de l'idée de base. Tout à fait. Mais en tout cas, 40 ans, c'est pas rien du tout. 40 ans d'expérience où tu as vu vraiment l'effet de ce concept homéopathique dans les maladies, tu l'as senti, c'est pour ça que tu as continué 40 ans. Sinon, Ah oui. tu vas pas le faire et les gens ne vont pas venir chez toi si ça marche pas. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de vraiment particulier par rapport à cette vision des choses. Juste un mot, mais sans détail. Comment on obtient une substance homéopathique? Comment elle, tu la construis? Comment tu la commandes? Quel est le principe? Alors, je n'en fabrique pas moi-même. On l'a bien fait entre collègues, hein, pour voir un petit peu, pour se mettre un petit peu dans le champ de ceux qui font ça, hein. On a fabriqué des médicaments homéopathiques à la base de plantes, par exemple. Mais en fait, c'est pareil. Il faut se rappeler que Hahnemann était chimiste. Et donc, il savait comment transformer les plantes en médicaments. Et là, il a commencé par, selon la plante, on ne pouvait pas le mettre dans de l'eau, hein, c'était pas possible. Mais une plante, on pouvait faire un décoct et puis après continuer. Il a commencé on va dire, par diluer. Il a commencé par diluer ce qui lui semblait toxique à la base, hein, pour reprendre l'arsenic ou la belladone. Et à partir d'un certain moment, il s'est rendu compte que ça n'agissait plus à partir de ce degré de dilution. Et c'est là qu'il est venu l'idée de la succussion, c'est-à-dire que l'on secoue ou que l'on frappe la dilution sur on va dire, un petit coussin de cuir. Et il connaissait cela parce que les alchimistes employaient cette méthode. Et puis nous savons, hein, nous avons des connaissances sur les peuples, par exemple d'Afrique, qui frappent aussi les substances pour appeler les esprits. Et ça n'est pas anodin, hein, c'est vraiment ça ce qui se passe. Et à partir de là, le médicament a recommencé à agir. Et tout ça, ce sont des choses qu'il a constatées. Il faut bien dire ce qui est. Hein. Il a expérimenté et donc il l'a mis après sur papier. On dilue et on frappe sur un coussin de cuir, on dynamise le médicament. Et le médicament dynamisé, plus on le dilue, plus on le dynamise, plus on s'éloigne de l'élément chimique de base et plus on arrive à une préparation qui ne contient plus d'éléments chimiques, mais simplement une information. Voilà. Et c'est ça le médicament homéopathique. À la base, il en contient encore, hein, de la chimie. Quand on prend une toute petite dilution, dynamisation, puis après, plus on va vers les hautes dilutions et dynamisation, et plus cela quitte le domaine chimique pour entrer dans le domaine, on va dire, énergétique ou électromagnétique. Mais donc c'est intéressant. Donc il y a ce phénomène de dilution, mais après une dilution X fois, là, il n'y a plus de produit. Mais si on ne fait pas autre chose que la dilution, il n'y a plus d'effet. Et il faut passer à ce principe de dynamisation qui est, tu l'appelles toi, frapper le mélange de l'eau avec la substance pour qu'elle fasse autre chose que la façon chimique. On passe à une énergie, une information que tu appelles, et que cette information qui va agir dans le corps quand le patient prend cette substance-là. Donc, ça, c'est vraiment, on est en train de parler de principes généraux. Je suis sûr qu'il y a des bouquins qui expliquent un peu plus en détail que la dynamisation, comment elle se fait. Juste entre parenthèses, j'ai lu des expériences dans ce sens-là faites par le professeur Luc Montagnier
qui est un Français, hein, qui est biologiste, je pense virologue. C'est le médecin qui a fait la recherche et c'est lui qui est à l'origine de la découverte du virus de sida. Et il a prouvé que ce que tu dis là, la dynamisation, crée un autre phénomène que la chimie, l'information. Et l'information est contenue dans cette eau diluée et qui a un effet sur les symptômes du malade. Voilà, c'est Oui, oui, brièvement. oui. Et dans les grandes firmes qui produisent beaucoup de médicaments homéopathiques, ce sont des machines qui sont utilisées, hein, qui font qui secouent comme ça les préparations, ou ça peut être aussi quelque chose quand c'est quelque chose de matériel, c'est-à-dire un minéral qui reste un minéral, il est frotté, enfin, ouais, il y a des machines qui font tout ce travail, hein. Mhm. D'accord. Oui, sinon, c'est pas possible, hein. Donc, si maintenant, je suppose, comme tu le décris dans ton livre, les substances, il y en a 4000 ou 6000 ou substances qui chacune agissent sur un groupe de symptômes particuliers, donc qui correspond à un diagnostic en médecine conventionnelle. Mais alors, mais comment un médecin homéopathe ou un praticien homéopathe, comment il va se rappeler de tant de noms de substances dans la nature? Est-ce que tu as parlé d'autres de moyens? Comment ça a été, comment il va chercher un groupe de symptômes et une substance? Comment il va trouver ça puisqu'il y en a des milliers de substances? Bon, au départ, il n'y avait pas tellement de substances qui étaient rendues homéopathiques, c'est clair. Et pourtant, Hahnemann pouvait soigner beaucoup de personnes, parce que ces personnes n'étaient pas pré-soignées à la façon, selon les méthodes contemporaines que l'on connaît, hein, qui changent un petit peu tout le métabolisme. Et puis, petit à petit, il y a des répertoires, répertorium, ça s'appelle, qui ont vu naissance. C'est-à-dire on a pris les symptômes en les organisant selon les organes, tête, etc. Tous les groupes d'organes, les symptômes correspondants, que ce soit par exemple, bon, je ne sais pas si je dois rentrer dans beaucoup de détails, et voilà, c'est ça. Et dans ces symptômes répertoriés, il y avait les médicaments indiqués qui avaient provoqué chez les testeurs ces symptômes. Et alors, à partir de là, tout d'abord, au début de ma carrière, on faisait ça sur papier, on faisait une analyse selon un principe de hiérarchisation et on arrivait à la fin à peut-être à retenir deux ou trois médicaments homéopathiques. On comparait les recueils les livres qui nous donnaient une description de ces médicaments et on choisissait. Et maintenant, beaucoup plus simple, on a de très bons logiciels qui font ça très rapidement. D'accord. Oui, je comprends, hein, parce que sinon, avec des milliers de substances qu'il y a et des milliers de symptômes qu'il y a, vous avez l'évolution, donc toute l'homéopathie, l'homéopathe, enfin, ils ont créé la société d'homéopathie, un logiciel numérique qui va tout de suite nous mettre en rapport avec la substance et le groupe de symptômes. Et c'est comme ça qu'on trouve en consultation, je suppose, rapidement la substance ou les Oui, substances. plus ou moins rapidement, c'est-à-dire que le logiciel nous propose un certain nombre de médicaments et donc là, on peut cibler, on peut chercher d'une façon beaucoup plus précise en comparant le savoir qu'on a avec ce qu'on découvre sur Internet ou dans des livres, parce qu'il y a des substances qu'on ne connaît même pas, puisqu'on D'accord. on peut pas connaître 4000 substances, c'est pas possible. Donc voilà, on découvre chaque jour et on fait aussi des formations continues sans arrêt. D'accord. Mais alors, ça veut dire que le logiciel peut trouver parfois trois substances pour un groupe de symptômes et toi, tu dois mettre trois substances pour ce patient ou bien Ah c'est pour non, ça que non, non, et, non, non, j'en choisis une. Je et- choisis une substance seulement. Je ne donne qu'une substance. et comment tu choisis si le logiciel te trouve trois substances, pourquoi tu choisis une et laquelle tu choisis, pourquoi tu choisis Parce cette que je une? connais ces médicaments peut-être Ah, mieux que le logiciel, c'est-à-dire que je sais qu'un tel médicament correspond mieux à l'état dans lequel la personne est, parce que je tiens compte de données psychiques que peut-être le logiciel ne voit pas, de la façon de bouger du patient, etc. Beaucoup de paramètres qui ne sont pas pris en compte par un logiciel, c'est évident. donc c'est l'expérience qui compte à ce C'est moment-là. Donc ça.
cette substance, tu l'as déjà donnée chez une autre personne et que ça a marché parce que elle correspond plus au groupe de symptômes que l'autre substance que tu n'as pas Oui. utilisée. Tu sais, OK, les symptômes, il y en a en général, on va dire une cinquantaine, hein, pour une personne, parce que ça ne correspond pas à un seul diagnostic. C'est peut-être une personne qui a de l'asthme, mais qui a aussi des hémorroïdes ou qui a d'accord. de la tension. Et tout cela est pris en compte hein, par l'homéopathe. Tous les symptômes touchant différents systèmes d'organes. Donc, D'accord. c'est quand même Oui, complexe. oui, c'est ça que votre anamnèse, elle dure longtemps, c'est justement pour recueillir tous les symptômes de ce que le patient dit, même ceux qui le patient ne tient pas compte, mais toi, tu vas les faire Ouais. révéler à l'anamnèse, mais quand même, tu vas cibler l'essentiel, tu vas cibler les principaux symptômes qui sont porteurs enfin, du Oui, diagnostic. on utilise une forme de hiérarchie des symptômes. OK. Voilà. Et est-ce que l'homéopathie, dans ce sens-là, traite tout? Est-ce que par exemple, les maladies, bon, il n'y a pas que l'allergie, il n'y a pas que la grippe, il y a les maladies comme les maladies métaboliques, il y a les maladies cardiovasculaires, il y a les maladies auto-immunes, il y a les cancers, est-ce que l'homéopathie peut aider aussi ces diagnostics-là ou pas? Ou Alors, tu comment? vois, là, tu me parles de diagnostic. Tu vois la Oui, différence? Tu me parles de oui, diagnostic. Moi, je parle de patients. Et il y a peut-être des patients qui viennent parce qu'ils ont un cancer ou d'autres comment on dit en français? Mon français n'est pas toujours proche. Oui, enfin, bon, quelle que soit la maladie qu'ils peuvent avoir, ça peut être une maladie de Lyme, ça peut être une sclérose en plaques, etc. Et dans ce cas-là, nous avons des symptômes parce que le d'accord. patient parle de symptômes. Le patient est une personne. Et tant qu'il s'agit d'un organe qui n'est pas complètement détruit ou presque complètement détruit ou vraiment on peut imaginer qu'il ne peut pas se régénérer, on peut faire quelque chose. Mais même en fin de vie, pour un cancéreux, on peut très bien aider à alléger les symptômes dont il souffre. Il ne D'accord, s'agit ouais. plus de guérison dans ce cas-là. Hein. Il s'agit si on veut, d'une homéopathie palliative. Hein. Mais c'est quand même une aide qui soulage. Tout à fait. J'ai compris ce que tu veux dire là parce que moi, chaque fois, je suis dans mon automatisme de parler de diagnostic. Quand on dit diagnostic, c'est un groupe de symptômes et qui sont liés à un diagnostic et qu'on appelle cancer, qu'on appelle diabète, qu'on appelle asthme, qu'on appelle. Mais vous vous intéressez plutôt aux symptômes qui sont exprimés Oui, le diagnostic, vous le laissez pour la médecine non, classique, mais mais on en prend on en prend compte. ok, C'est très important. Moi, très souvent, j'ai envoyé des patients faire des analyses pour qu'il y ait un diagnostic pour savoir de quoi il s'agissait. Parce que ça permet aussi de voir si c'est une pathologie très sérieuse ou c'est quelque chose de bénin. C'est important quand même de savoir les choses. Et parfois, il y avait des patients qui étaient là, qui n'avaient un bilan sanguin et qui allaient sinon très bien. Et il fallait que je me repose sur le bilan sanguin, surtout pour trouver une substance et puis refaire faire un bilan sanguin pour voir il y avait un changement. Donc, tout est précieux, toute information est précieuse. oui, oui. Oui, c'est quand même intriguant et en même temps, c'est comme si, donc tu avais parlé de l'information, de l'énergie, c'est comme si vous traitez en tant qu'homéopathe d'autres niveaux de manifestation de la maladie. Nous, on est plus dans l'organique, dans ce qui est physiologique, dans ce qui est visible à nos outils. Et vous traitez plutôt les symptômes qui parfois n'ont pas d'expression manifeste, qui n'ont pas d'imagerie, qui n'ont pas, qu'on ne peut pas palper. Et donc, c'est pour ça que ça pourrait être une médecine complémentaire. Donc, on Oui, traite un niveau et vous traitez un autre niveau. Et ensemble, ça devient quelque chose d'intéressant. Donc, c'est ça que je vois dans ce qu'on est en train d'échanger.
Ok, Oui, parce qu'il y a, tu vois, Hamid, il y a quand même toujours une manifestation des symptômes, mais pas forcément au niveau chimique ou au niveau physiologique. Ça peut être d'accord. simplement le fait que le patient se fasse du souci à propos du diagnostic qu'il a reçu du médecin, même s'il n'y a pas encore de symptômes, des choses comme ça, hein. C'est-à-dire que l'état psychique peut être une indication aussi précieuse pour le choix d'un médicament homéopathique. Et là, il est effectivement, ça agit à un autre niveau, comme tu le dis, hein. On connaît déjà cet effet-là d'ondes différentes sur certains patients qui y sont sensibles, hein. Par exemple, les ondes électromagnétiques qui nous entourent, certains ils sont sensibles, développent des maladies. Eh bien, c'est la même chose, mais dans le sens positif, que propose un médicament homéopathique. Il agit sur le niveau énergétique ou électromagnétique, mais disons cette fois-ci d'une façon positive. Ouais, ouais. Malheureusement, en médecine, enfin, classique, on ne s'intéresse pas à tout ce qui, tu dis là, énergie électromagnétique et tout. Nous, on s'intéresse à tout ce qui est visible, mais tout ce qui n'est pas visible, alors que ça existe, hein, parce Mm. que si les médecins ou la science médicale s'intéressent à la physique, hein, justement, par l'électromagnétisme, par l'énergie et tout, on fait quelque chose de vraiment intéressant ensemble. Mais bon, chacun travaille de son coin Oui, et bien sûr. Chacun à sa place. chacun Chacun a à sa... sa... euh, très bien. OK, mais ici, on est en train juste de un peu survoler les choses, mais ça mérite, chaque chose qu'on est en train de survoler mérite vraiment un développement qui prend du temps, mais peut-être on verra plus tard si on peut faire ça. Autre chose que je voulais toucher, c'est euh, est-ce que, donc, euh, qu'est-ce que j'allais dire le, c'est, est-ce que tu peux dire, dans ton expérience, pour quelque chose qui est connu, un patient qui se présente chez toi, tu le vois combien de fois pour arriver à calmer ses problèmes ou ses Ah, mais symptômes? ça dépend bien entendu de sa pathologie, hein, c'est certain. S'il s'agit d'une maladie chronique, ça ne va pas être éliminé avec, ou alors ce serait vraiment un miracle. Bon, l'homéopathe espère toujours qu'il y aura un miracle, hein. C'est bien ça qui nous guide. Mais si c'est une maladie chronique, vraisemblablement, il va falloir travailler avec ce patient comme si on pelait un oignon, c'est-à-dire qu'on enlève des couches petit à petit en donnant des médicaments différents, mais pas à la fois, bien entendu, selon les symptômes, parce que parfois, les maladies chroniques ont été soignées allopathiquement et les symptômes ressurgissent quand, par exemple, on arrête de prendre un médicament comme la cortisone. Il est évident que ça fait ressurgir quelque chose. Donc, ça prend le temps. Mais, et alors, pour te dire euh, combien de fois on va voir un tel patient, bah, cela dépend. Cela dépend du parcours. Mais il y a des patients qui m'ont gardé comme un médecin traitant. C'est-à-dire que quand ils avaient besoin de quoi que ce soit, ils venaient, ou avec les enfants, par exemple. J'étais le médecin de famille, on va dire, hein. Bien sûr, si j'avais l'impression qu'il fallait le faire, j'envoyais, hein. J'envoyais chez l'otorino, j'envoyais chez... Voilà, c'est certain. Et ça, j'étais connu pour ça, pour le fait de ne pas surestimer mes possibilités, mais d'envoyer chez le médecin quand c'était vraiment nécessaire. S'il y avait un abcès buccal, par exemple, j'allais pas comme ça dire oui, oui, on va faire ça tout de suite. Tu comprends? Donc, tout ça dépend du patient, de ce qu'il apporte comme maladie, comme symptômes, etc. Ok. D'accord. Donc, est-ce que vous traitez aussi bien les maladies psychologiques, psychiatriques que les maladies organiques? Et de toute façon, je pense qu'il y a un lien entre les deux de toute façon. Mais si je comprends votre concept d'homéopathie, puisque vous traitez sur base de symptômes, même un malade psychiatrique, vous pouvez l'aider dans ses symptômes que Oui. pour quelqu'un qui est Alors, malade. oui, cela dépend bien sûr de la spécialisation dans laquelle on est. Je ne vais pas, ou je n'ai pas, disons que je n'ai pas cherché à soigner des malades psychiatriques. J'en ai eu, bien sûr, mais par exemple, il y a un homéopathe indien, un grand psychiatre indien,
qui est très connu internationalement, c'est Mahesh Gandhi, qui est déjà venu même à Paris pour faire des conférences, hein, pour donner des séminaires dans ce domaine, et qui, lui, est spécialisé pour soigner des patients en psychiatrie qui ont une médication extrêmement lourde. Et il y arrive très bien. On peut le voir lorsqu'on fait des séminaires avec lui, on voit les résultats. Donc, on peut soigner ça, bien entendu. Il y en a d'autres qui sont oncologues. Par exemple, il y a un très grand oncologue en Suisse, c'est le docteur Wostner, et il soigne surtout des patients qui ont des cancers, bien entendu, parce qu'on va chercher celui qui a approfondi l'homéopathie dans ce domaine-là. C'est clair. Il y a des allergologues, il y a peut-être aussi des néphrologues, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui se spécialisent dans le domaine de l'homéopathie, de l'homéopathie, dans le domaine où ils ont vraiment leurs compétences, sans exclure tout ce qu'il y a à prendre en compte autour de ça, bien entendu. Voilà. Ok. Donc, c'est vraiment, dans l'homéopathie, il y a des spécialités. Et c'est normal, hein, parce que Oui, dans les pathologies déterminées spécifiques, il y a beaucoup de formes. Et donc, les oui. formes demandent une expérience. Et donc, c'est pour ça que tu dis qu'il y a un homéopathe psychiatre, un homéopathe endocrinologue, un homéopathe obstétricien, etc., etc. Ou un médecin ou un généraliste. Ça peut être aussi un Ouais, généraliste. Voilà. oui, Bon, par exemple dans mes 40 ans, au début, étant à la campagne, j'ai beaucoup soigné les animaux, des paysans, les vaches, les petits veaux qui avaient de la diarrhée, etc. Et puis, ayant une petite fille, j'ai beaucoup soigné les enfants. Et petit à petit, j'ai plutôt soigné beaucoup plus les adultes et les maladies étaient de plus en plus graves. Tu vois, donc on a un parcours aussi selon ses compétences, son savoir, son âge, etc., hein, oui, qui correspond à ça. Et évidemment, si on est connu en tant que tel, en tant qu'oncologue, et qu'on travaille très bien sur le plan homméopathique, on a même une clinique. Il y a des cliniques, il y a une clinique en Suisse aussi qui s'occupe de ça. À ce moment-là, on a les patients qui correspondent à ce qu'on peut faire, bien entendu. donc, donc vraiment, est-ce que ça marche bien aussi bien chez l'adulte que l'enfant que l'animal? Donc puisque bon, l'animal, il a un corps aussi comme nous, donc c'est pour ça qu'il y a une réponse aussi de cette homéopathie dans ces maladies à Bon, lui. il a un Et, comportement. Il a un comportement. Et quand le propriétaire te décrit son animal, c'est comme s'il décrivait une personne. Oui, oui, ça marche très bien chez les animaux. Bon, j'ai des collègues vétérinaires, hein, qui utilisent l'homéopathie. Et chez l'enfant, de toute façon, parce que les parents, la mère est là pour décrire l'enfant aussi, et on le voit dans le cabinet. Donc tout ça, tu vois, on reçoit une foule d'informations qui permet le traitement. C'est toujours comme ça que ça marche, hein. donc c'est vraiment OK. Enfin voilà, donc alors. Est-ce que, donc, là, on va juste toucher un mot pour faire la conclusion. Dans une partie de ton livre, tu passes à une autre étape des soins et c'est ça c'est ton deuxième spécialité. Tu travailles les thérapies transgénérationnelles ou les constellations familiales et tu dis, dans l'homéopathie, il y a une limite. Donc parfois, puisqu'il y a des substances infinies autour de nous, on ne peut pas les connaître toutes. Et là, tu vas passer à une autre dimension des soins que tu appelles les constellations familiales. Est-ce que tu peux toucher un mot, comment tu passes de l'énergétique, qui est l'homéopathie, aux constellations familiales? Quel est le lien et qu'est-ce que les constellations familiales peuvent aider en plus? Est-ce que tu Oui, pourrais... tu vois, Hamid, quand j'étais jeune, je n'arrivais pas à accepter le mot limite. Ça, c'était un mot que je ne voulais pas entendre, hein. Tu imagines? En fait, c'est moins une limite qui est due à l'homéopathie, parce que peut-être qu'un collègue aurait trouvé un meilleur médicament, hein. C'est pour ça qu'on a travaillé en groupe aussi. Mais c'est le fait, par exemple, d'avoir un patient qui va mieux avec le médicament homéopathique, mais tu as l'impression qu'il y a une espèce de blocage. Alors, c'est pour cela que tu cherches à élargir un petit peu le champ de vision.
Et pour voir quelle peut être l'influence ce qu'on appelle une intrication, c'est-à-dire d'un lien qui n'est pas harmonisé avec un membre de sa famille. Et là, bon, je pourrais te raconter beaucoup d'histoires, il y en a d'ailleurs plusieurs dans le livre, qui montrent comment un petit enfant peut être en lien comme ça avec un passé qu'il n'a pas du tout connu et qui l'impacte dans sa vie actuelle et qui le rend malade. Et ça, si on arrive à utiliser les méthodes transgénérationnelles pour résoudre ce problème de lien difficile, on peut même permettre à l'homéopathie de mieux agir ou toute autre méthode thérapeutique d'ailleurs. Hein. C'est ça, c'est ce qui est dit aussi à propos des méthodes transgénérationnelles et systémiques, c'est qu'elles permettent l'action ou elles favorisent l'action des autres méthodes. Mhm. Voilà. Et donc, ce n'est pas une limite et qu'on arrête un traitement, mais on va aider, Oui, puisque le patient peut être bloqué parce qu'il y a encore autre chose qui agit en lui, qui lui donne ces symptômes. Et donc, voilà. tu vas ouvrir encore le champ de comment tu peux observer ce qu'on ne voit pas dans l'anamnèse. Et ça, tu vas utiliser ce principe qui s'appelle les constellations familiales ou les thérapies transgénérationnelles, et tu vas ouvrir un peu le domaine où il y a une influence de la famille de ce patient sur ces symptômes-là. Ça. Et est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les thérapies transgénérationnelles et comment ça agit? Quels sont les principes, comme tu nous as donné le principe de l'homéopathie, Alors, de la constellation? oui, pour cela, on aurait besoin de beaucoup, beaucoup de temps. Mais il y a un terme, tu sais, il y a un terme qu'on peut utiliser et qui est quand même reconnu par beaucoup de scientifiques, c'est le terme épigénétique. C'est-à-dire D'accord. qu'on sait très bien, on peut même arriver à le prouver, que par exemple des choses très dramatiques, des traumatismes qui ont été vécus à une certaine génération, peuvent influencer le message génétique dans le sens de l'épigénétique et de façon à impliquer, enfin, à avoir un effet sur la pathologie ou sur l'état d'être du descendant. Hein. Voilà, c'est un petit peu cela. Évidemment, les méthodes transgénérationnelles, elles vont pas s'occuper d'épigénétique au sens propre du terme, mais elles vont essayer de voir quelle est cette influence. Et ça, pour expliquer comment ça fonctionne, c'est pareil, il faudrait vraiment beaucoup de temps, mais on arrive à le mettre, à le rendre visible avec une certaine méthode, et on arrive à changer les relations entre les personnes qui viennent avec une demande et les personnes avec lesquelles ces personnes sont intriquées, c'est-à-dire sont liées d'une façon négative. On a des méthodes pour cela, qui sont très claires, qu'on apprend et qui sont extrêmement efficaces. Voilà, donc c'est cela qu'on fait. Et après, on voit le résultat et voilà, c'est pareil, c'est comme en homéopathie. Il peut y avoir un résultat immédiat et parfois ça prend un petit peu plus de temps. D'accord. Donc, si pour faire le lien avec l'homéopathie, tu vois un patient, tu as donné tout ce qu'il faut, et tu vois à un certain moment, ça bloque dans les résultats. Et à ce moment-là, comme tu connais d'autres façons de faire, tu vas ramener l'idée que ce patient a des problèmes de liens familiaux. Et ces liens familiaux viennent comme tu l'as appelé, c'est qu'il y a une perturbation, un traumatisme familial que tu as noté, enfin, nommé comme épigénétique. L'épigénétique, on sait que c'est l'environnement. L'environnement, il peut être familial, il peut être sociétal, il peut être n'importe lequel comme environnement. Et cet environnement agit sur les manifestations du patient. Et c'est là où tu trouves que ce concept de thérapie transgénérationnelle peut aider. Et là, on a besoin du temps pour un peu expliquer comment ça agit les transgénérationnels et quels sont les principes qui sont à l'œuvre dans ces traumatismes de génération à génération. C'est vrai que on va laisser peut-être ce sujet une autre fois pour vraiment comment l'homéopathe peut passer la main aux thérapeutes transgénérationnels. Et c'est intéressant, on est en train de rentrer dans de soins globaux où on prend toutes les dimensions de l'être humain, parce que l'être humain n'est pas que lui, corps seul,
mais il est environnement, il est famille, il subit tout ça en lui et ça se manifeste en lui par le psychisme ou par le physique. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc on a survolé de façon très superficielle, mais Ah, synthétique, intéressant. pas trop, trop superficiel quand même, Hamid. Non, non, mais je veux dire, je sais qu'il y a des développements pour que les gens qui veulent comprendre et qui veulent s'intéresser à ça, Ah, bah ils peuvent, oui. on peut faire des parties de chaque chose on a survolé. Alors, est-ce que en deux mots, tu peux nous résumer l'homéopathie et le passage à cette thérapie transgénérationnelle, surtout l'homéopathie? Comment Alors, on est l'homé- l'homéopathie se concentre sur une personne, bien sûr en tenant compte du milieu familial dans le sens de la pathologie prédominante dans les familles. Hein, si les cancers vont sur plusieurs générations, l'homéopathie se concentre sur cette personne, une personne. Et les méthodes transgénérationnelles et systémiques, elles élargissent le champ de vision en incluant d'une façon active à l'aide d'outils très précis qu'on utilise par cette méthode, en utilisant les personnes de la famille en plus, et même des personnes défuntes sur une, deux, trois générations. Et en créant un champ dans lequel on peut utiliser ces méthodes qu'on a apprises, ces outils, pour que l'homéopathie agisse encore mieux et pour que le patient soit libéré de l'influence, de ces influences négatives qui viennent du passé et dont il n'avait peut-être même pas conscience, surtout pas conscience, et qui ne lui étaient pas connus, enfin qui n'étaient pas connus. OK. Voilà. Est-ce que, juste pour ça, on n'a pas évoqué, quels sont les endroits ou les pays qui utilisent beaucoup l'homéopathie? En Belgique, par exemple, là, je suis en Belgique, je sais il y a une société d'homéopathie belge en Flandre et en Wallonie, donc la partie francophone. En France, je ne sais pas si c'est bien développé, l'homéopathie. Je pense que l'Allemagne, elle est beaucoup plus là où tu as Oui, exercé. enfin, en France, c'est surtout l'homéopathie allopathique, on va dire. C'est ça. C'est l'utilisation presque allopathique de médicaments homéopathiques sans tenir compte de- des méthodes, de la méthode elle-même et des grands principes. Je ne sais pas pourquoi cette main apparaît là en haut de l'image, mais ce n'est pas moi, c'est peut-être toi. Voilà, il y avait un petit smile qui est arrivé. Mais sinon, beaucoup en Allemagne, bien entendu. Bien entendu en Inde, où elle est reconnue vraiment sur le plan académique, puisqu'on peut être médecin homéopathe uniquement médecin homéopathe. C'est une formation universitaire en Australie, aux États-Unis, en Israël, en Afrique du Sud, au Brésil. Alors là, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de psychiatres qui sont homéopathes unicistes et constellateurs dont nous avons fait la connaissance dans un certain milieu, et également aux États-Unis, bien entendu. Là, il y a des cliniques entières qui fonctionnent grâce à l'homéopathie. En Angleterre aussi, enfin, il y en a vraiment dans beaucoup de pays, hein. En Italie, voilà. C'est quand même intéressant si tous les pays utilisent cette méthode thérapie par homéopathie, c'est qu'il y a des résultats. J'ai appris aussi qu'en Inde, il y a même des services d'homéopathie dans un hôpital. Oui, oui, il Ça, y a même des cliniques, oui, oui, il y a même des cliniques entières qui ne fonctionnent qu'avec l'homéopathie, des cliniques privées. Et très souvent, oui, comme tu dis, un hôpital public avec un service homéopathique, oui, oui. Mais ils ont aussi un service ayurvédique. Tu vois, ils sont tellement liés aussi aux méthodes parallèles, hein, complémentaires, que de toute façon, pour eux, ça n'est pas quelque chose qu'on exclut, ou il n'y a pas de dualité vraiment, hein. Ils utilisent toutes les méthodes qui puissent aider. Évidemment, l'homéopathie, c'est quelque chose qui est assez bon marché, hein, puisque les médicaments sont très bon marché. Donc, ce qu'on honore surtout, c'est le travail, hein, de l'homéopathe. Voilà. c'est ça. Donc, il y a beaucoup plus de, oui, le contact médecin ou praticien homéopathe avec le patient. Il y a beaucoup de travail d'échange, alors que le produit lui-même ne coûte pas cher. Donc, Exactement, oui.
Donc ça, c'est intéressant, en tout cas au niveau économique et au niveau plutôt efficacité aussi, je suppose. OK. Bien, merci beaucoup, Auréa, de cet échange où on a quand même touché pas mal de choses. Peut-être la prochaine fois, on va un peu spécifier un domaine de ce qu'on a survolé pour un peu approfondir pour les gens qui nous écoutent. Et je compte prochainement, peut-être dans un an, créer si tu veux, un séminaire où moi je voulais transmettre un peu ça comme connaissance parce que je rapproche à la retraite et je voulais quand même voir que la médecine s'élargisse, elle s'ouvre un peu plus à d'autres domaines de la médecine Oui, oui, oui. parce que pour moi, l'homéopathie, elle doit faire partie des soins. C'est vraiment, et ça, Mhm. on a spécifié un séjour pour vraiment montrer que la médecine, elle a son importance, mais elle se bloque à un certain niveau. Il faut passer la main à d'autres spécificités comme l'homéopathie, comme les thérapies transgénérationnelles et peut-être autre chose, hein. Donc, Oui, ou les inclure, du moins, hein. Inclure ces méthodes oui, dans le grand système de soins. C'est-à-dire tout ne à fait. pas faire de compartiments comme si certaines Ouais, méthodes étaient exclues et les autres étaient valables, hein. Ça fait tout cela fait partie du même système, hein. tout à fait. Mhm. Mhm. Bien, ben merci beaucoup, Auria, et on en reviendra un peu plus tard autour de ce sujet. Et voilà, Et si merci. tu, oui, si tu, je sais pas, tu peux peut-être arrêter maintenant